Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-François. Philippe, partout, pour employer ton expression, en Mackenzie. Mackenzie, c'est mon expression, c'est vrai. En réalité, c'est partout où Mackenzie a géré la Covid, où ils ont tout fait pour les gouvernements. C'est pas tout l'Occident, il y a des bouts qui sont pas comme ça. La Suède n'y est pas, par exemple. C'est plus facile de dire ceux qui n'y sont pas d'ailleurs que ceux qui y sont, parce que la plupart y sont. Certains États américains où ils ont eu beaucoup de mal à intervenir, généralement ceux qui sont plus proches de Donald Trump. Mais pour le reste, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Canada, puis après dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ces pays-là, c'est pour moi le nouveau pays mondialiste qu'on veut nous inventer qui s'appelle la Mackenzie. Exactement. Puis je rappellerai aux gens que Mackenzie, c'est un cabinet international de conseil en stratégie réputé pour conseiller des entreprises, des gouvernements, des organisations dans divers domaines tels que la gestion, la transformation numérique puis les stratégies d'entreprise. Donc, pour employer ton expression, partout en Mackenzie, on semble créer des situations de crise qui se terminent toujours par main de droit, et ce, dans le but de restreindre les droits et libertés fondamentaux des individus, que ce soit les libertés d'expression, liberté de religion, liberté de presse. En France, notamment, on crée des situations sans solution possible que seul l'article 16 permettrait de corriger. Chez nous, au Québec, on entend des gens dire qu'il n'y a plus de démocratie à la mairie de Montréal et sans doute dans plusieurs autres municipalités. Puis on parle aussi de la loi 57, puis on va y revenir, qui est en train de s'implanter partout au Québec. En fait, je crois qu'elle a vu le jour en juin 2024, cette loi-là. Puis le droit de parole donné aux citoyens dans les municipalités, lors des conseils municipaux, conseils de ville, c'est légiféré. Par exemple, aux îles de la Madeleine, une personne qui se lève pour s'exprimer et ou pour poser une question a seulement 3 minutes et à défaut de respecter la durée établie, la personne pourrait recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $. Selon toi, Philippe, pourquoi des cabinets comme Mackenzie joueraient un rôle actif dans la création de crises artificielles pour justifier des mesures liberticides à l'échelle municipale, provinciale, nationale, voire même à l'international? En réalité, c'est juste des gens des opérations. La stratégie est organisée bien plus haut dans des choses comme... comment ça s'appelle, la trilatérale ou différents grands groupes qui sont au-dessus. Après, plus bas, on a toute la tactique qui est organisée par le Forum mondial économique. Et puis plus bas, on a les opérations. Puis, quand on a la même chose qui apparaît étrangement, dans le même délai, en quelques jours souvent, des fois en quelques heures d'écart, en France, au Canada, en Australie, il n'y a pas de hasard. Là. Je veux dire, quand on a exactement les mêmes textes. Et entre autres, on parlait des villes avec la loi 57, mais les villes ont perdu beaucoup de leur pouvoir. Le maire a de moins en moins de pouvoir. En France, ils ont appelé ça les communautés de communes. Ici, ils nous ont appelé ça les MRC. Mais fondamentalement, les décisions sont prises à un niveau au-dessus du maire et le maire ne peut qu'appliquer des règlements. Pourquoi, selon toi, on vise systématiquement la restriction puis l'aliénation des droits fondamentaux lors de ces soi-disant crises? En réalité, c'est que l'objectif, ça a été bien expliqué par Karl Schwab dans le Great Reset. Ils vont utiliser chacune des crises comme étant un moyen de tendre vers leur modèle idéal, qui est un gouvernement mondial. Donc la démocratie, pour eux, un système parfait, il n'y a plus de vote, c'est fini, il n'y a plus de démocratie. Ils considèrent que les grandes entreprises et les financiers sont beaucoup mieux équipés que les citoyens pour organiser la vie du monde. Et donc, on ne veut pas créer de révolution, on veut y aller tranquillement. Donc, on crée des crises. Et ensuite, la solution à la crise, c'est d'enlever des libertés, à chaque fois. En France, on se parlait en préparation de cette entrevue-là de ce soir, puis tu mentionnais qu'en France, l'article 16. Oui. C'est un article qui est souvent évoqué comme solution à des situations qui sont inextricables. Oui, en réalité, il n'y a pas de solution. On a beau tourner les choses dans tous les sens. Mais c'est quoi la loi 16 ou l'article 16? L'article 16, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que, pour simplifier, quand plus rien ne fonctionne, le président prend tous les pouvoirs. OK. Il prend tous les pouvoirs. Donc, il y a plus de... Il décide de tout. Et quand on voit quelqu'un comme Macron, qui a, depuis le début, cherché à transférer tous les pouvoirs à l'Europe, il crée des situations de plus en plus critiques,
à un moment donné, il va dire « j'ai pas le choix, je ne sais pas où je voudrais, mais j'ai pas le choix pour que la France continue à vivre. Je suis obligé de prendre l'article 16 et donc, à partir de ce moment-là, je prends tous les pouvoirs. » Et lui, vous m'avez forcé la main. Vous m'avez forcé la main. Je voulais pas, mais vous me forcez à la main. Ouais. Et donc, une fois que j'ai tous les pouvoirs, les choses qui sont importantes pour moi, je vais les mettre en place. Ouais. Et puis, parmi les choses qui sont très importantes pour lui, moi, je crains que ça arrive plus tôt qu'on ne le pense. Pourquoi la France a encore une certaine place dans la politique mondiale? C'est parce qu'on a le nucléaire et qu'on a un droit de veto au niveau du Conseil de l'ONU. Mais le problème qu'on a, c'est que pourquoi on l'a, c'est parce qu'on a le nucléaire et il veut donner ça à l'Europe, ce qui fait que d'un coup, la France va devenir un pays surendetté qui n'aura plus aucun contrôle sur rien et plus aucun pouvoir. Donc, ces choses-là qui sont à l'article 16, dans le fond, c'est pourvu, c'est désiré pour faire arriver des situations inextricables. Non. Dans le but de faire avancer un agenda globaliste. Non, ils utilisent des choses déjà existantes. L'article 16, c'est parce qu'en temps de guerre, en cas de situation, il faut que, je ne sais pas moi, imaginons qu'il y ait une bombe qui tombe et puis qu'il n'y ait plus de députés, il faut que le pays continue à vivre. Donc, la Constitution française prévoyait ce cas de figure-là, que la situation n'est pas gérable, donc le président prend tout pouvoir, le temps de remettre les choses en place. Mais est-ce que l'intention, c'était vraiment prévu en cas de situation de crise ou c'était prévu pour centraliser le pouvoir? C'est une bonne question. Je n'ai jamais réussi encore à déterminer. Plus j'avance dans mes lectures et ma compréhension, plus je réalise que ce qui est en train de se passer a commencé il y a longtemps. J'ai eu d'abord le sentiment d'un 50 ans, puis d'un 100 ans, puis là je me demande si c'est pas plus vieux que ça. Donc c'est très difficile à dire si certaines choses ont été mises juste par bon sens, parce que ça c'est un élément de bon sens dans une constitution, ou si ça avait été déjà pensé dans ce sens-là à l'époque, je ne sais pas. Mais au Québec, on a certaines lois comme la loi 57 qui semble restreindre drastiquement aussi les libertés aux municipales. C'est quoi la loi 57? Il y a plein de choses dans la loi 57, mais c'est pour protéger les élus. En réalité, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on... Mais en fait, ils disent que c'est pour favoriser un exercice, puis moi j'aime le mot, sans entrave. Oui, sans entrave. Des fonctions des élus. Oui, donc les élus, mais les élus, ils ont de moins en moins de pouvoir. Aujourd'hui, en gros, on dit que le maire, il est juste là pour appliquer les lois qui ont été définies, enfin les règlements qui descendent des lois, parce qu'une ville ne peut pas faire de règlement, elle ne peut pas faire de loi, elle ne fait que des règlements. C'est la province qui fait des lois. Et donc... Mais ces règlements-là sont issus d'une MRC? En réalité, non, ils viennent du gouvernement et la MRC cadre tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rôle du maire, c'est de percevoir les amendes et faire tout ce que les citoyens n'ont pas forcément le goût d'avoir. Quand on impose dans un village où il n'y a pas de communauté LGBT particulière de mettre le drapeau LGBT sur la mairie, il n'y a personne dans le village qui a demandé ça. Ça vient d'où? Ça vient de la MRC. Donc, quand on dit « Ah ben ça, oui, mais on a des subventions pour ça ». Alors déjà, l'histoire des subventions, c'est un cauchemar, mais parce que quand on dit que c'est gratuit, il y a une subvention, ça vient de l'autre poche. Ça ne sera pas payé sur un impôt municipal, mais ça sera payé sur l'impôt provincial ou fédéral. Donc, ça ne change rien, on va le payer pareil. Donc, on fait plein de choses, on demande plein de choses aux mairies, et les élus se retrouvent à devoir imposer aux citoyens des choses que les citoyens n'ont pas envie. Et les citoyens, au bout d'un moment, sont en colère parce qu'ils payent trop d'impôts, parce qu'on leur interdit de vivre leur vie, d'avoir un jardin, d'avoir plus de 3 poules, d'avoir etc., etc. Et donc, plus on pousse les gens dans leur dernier tranchement, plus ils vont réagir, et plus ils réagissent, plus on dit on n'a pas le choix. Mais est-ce que ces lois-là, comme la loi 57, sont mises en place d'une façon volontaire et délibérée pour réduire au silence les citoyens? Absolument. De toute façon, c'est simple. La manière dont ça s'applique dans les villes, techniquement, c'est entre 3 et 5 minutes de parole et une amende derrière qui va varier de quelques dollars, enfin quelques dizaines de dollars à un millier de dollars, grosso modo. Donc, toutes les décisions sont prises derrière des portes closes. Donc, la démocratie, maintenant, c'est tu votes une fois 4 ans. Le conseil discute derrière des portes closes. Si vous allez au conseil municipal, et tout le monde, allez-y au conseil municipal, vous allez voir ce qui se passe. On va vous dire, règlement, machin chose, un proposeur, un secondaire. Donc, on ne sait même pas de quoi il s'agit, on connaît vaguement le titre, et après, est-ce que vous avez des questions? Là, on pose les questions,
on a 3 minutes. Après 3 minutes, c'est fini. Ok, j'ai entendu votre question, suivant. Oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais. Tu avais juste 3 minutes. Et puis, de ce que j'ai entendu dire, dans certaines mairies, quand on est en accord avec le maire, le 3 minutes, il est élastique. Mais quand par contre, on n'est pas d'accord avec le maire, le 3 minutes, il est très rigoureux. Mais parlons-en du 3 minutes. Est-ce que limiter le droit de parole à 3 minutes dans certains conseils municipaux sous la menace d'une contravention qui, comme tu le dis, pouvait, pour un premier avertissement, osciller entre 100 $, deuxième avertissement, 200 $, puis là, ça pouvait grimper jusqu'à 1 000 $, serait un outil, selon toi, de répression déguisé en mesure administrative? Oui, ben c'est ça. C'est que, en gros, il n'y a aucun travail avec les citoyens pour décider de quoi que ce soit. Ouais. On arrive avec des règlements, et après, c'est pas pour discuter du règlement, c'est pour t'expliquer comment ça va se passer. Ouais. Je vais t'expliquer comment ça va aller maintenant. Moi, je veux juste réitérer, parce qu'on a couvert, comme tu sais, le passeport archipel. Oui, c'est aux un îles de très la bel Madeleine. exemple. Et puis, j'ai eu une discussion hier avec Mme Chani Thériault. Puis, elle me mentionnait que, effectivement, le maire Antonin, aux îles de la Madeleine, a mis en place un gros chrono visuellement visible dans la salle, de sorte que quand un citoyen se lève, le 3 minutes, il commence. Il commence. 3, 2 minutes 59, 2 minutes 58, puis le chrono va en descendant. Et quand ce sont des gens qui viennent défier le maire, Antonin, soudainement, le 3 minutes s'applique. Puis quand c'est quelqu'un qui le flatte sur le sens du poil, apparemment, ben là, c'est élastique. On peut se rendre jusqu'à 10-15 minutes d'intervention sans aucun problème. Et tu m'as envoyé une vidéo que j'ai trouvée fort intéressante et je veux qu'on la regarde. C'était lors d'un conseil de ville dans l'arrondissement de Quartier de Montréal. Je veux juste démontrer aux gens comment c'est devenu quand tu assistes dans des conseils municipaux. On regarde ça à l'instant. Donc, c'est pas parce que j'ai du respect pour vous que je ne combattrai pas vos idées et vos idéologies. Et vous m'avez déjà dit, l'idéologie, ce n'est pas une idéologie. Vous m'avez parlé du GIEC. Je vous mets au défi de trouver au GIEC un article qui va vous dire qu'il faut mettre une piste cyclable par rue à Montréal pour sauver la planète. Si vous me trouvez ça, à ce moment-là, je m'incline. Et puis, effectivement, ça sera un très bon projet pour Montréal. Donc, une idéologie, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que même des gens très intelligents, quand ils sont gavés de... votre question. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on est en démocratie ou en dictature? Dites-moi. Alors, M. Leuve, moi, je vous invite à aller en Corée du Nord. Puis vous reviendrez. Non, mais c'est la dictature. Oui. Les pays en dictature en ce moment, hein, c'est la Corée du Nord, il y en a d'autres. Alors, sur cette question-là, la réponse est très simple. Nous vivons dans une démocratie. Parfait. À ce moment-là, laissez-moi parler. Parce que le principe même d'une dictature, c'est tout simplement de couper la parole à un citoyen. Non, je suis désolée. J'ai le droit de m'exprimer comme citoyen. On va enlever le micro, s'il vous plaît. Non, gardez le micro ouvert. Monsieur Lève, je vous explique, en démocratie, la principale règle, c'est de respecter les règles que nous avons votées collectivement. La démocratie, c'est de faire respecter les règles que nous avons votées collectivement. Alors le collectivement, c'est tu votes une fois 4 ans, et après, tout le monde décide des choses en fonction d'objectifs qui ne correspondent pas du tout aux besoins des citoyens, d'aucune manière. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il fallait faire ça. Le GIEC, on peut en parler, c'est en grande partie une arnaque à la base. Mais on annonce ça comme une vérité. C'est un vrai sophisme. J'annonce que le GIEC est la vérité profonde. Donc... Le GIEC, c'est l'organisation qui est en arrière des changements climatiques. Oui, enfin, qui prétend que les changements climatiques sont essentiellement d'origine humaine, anthropique. Ouais. Ils prétendent que c'est ça. Ce qui reste totalement à démontrer. Et le GIEC, c'est un organisme qui est purement politique. Il y a des milliers et des milliers de pages de scientifiques et au final, ceux qui prennent les décisions sont tous des politiques. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec la science. Je vais t'emmener, Philippe, sur, selon toi, le système actuel. Est-ce que ce serait un système construit puis conçu pour mettre les citoyens à bout, ou comme on dit au Québec, à bout? Oui, c'est exactement ça. Afin de légitimer des interventions encore plus restrictives. Oui. Aurais-tu des exemples à nous donner? J'en ai vécu un personnellement. Sans rentrer dans le détail, j'achète un véhicule pour faire le transfert. Je suis rentré dans une espèce de... Ça serait trop long à expliquer pour ici, mais quelque chose qui s'est rendu... Quelque chose de très simple est devenu très, très compliqué. Donc, tu as passé comme les 12 travaux d'astérisque pour pouvoir réussir à effectuer ton transfert. La maison de fou. Puis j'habite un petit peu en région, donc 1 heure d'un bord, 1 heure de l'autre, 1 heure d'un bord. Je devais être à 6 ou 8 heures de route à me promener d'un endroit à l'autre. Et à un moment donné, je dis, mais
Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Chacun se renvoyait la balle, personne ne savait ce que je devais faire. Je veux parler à un superviseur. Dites-moi ce que je dois faire. Tout ça avec la Société d'assurance automobile du Québec. Oui, la SAAC. La SAAC, oui. Oui. Et là, il y a un grand gaillard qui débarque, qui se met le visage à moins d'un pied de ma face, et puis qui essaie de m'impressionner, tout en disant à la dame, est-ce qu'il vous met de la pression? Est-ce qu'il vous met de la pression? Puis lui, j'avais son haleine dans la figure, lui me mettait de la pression. On n'a plus le droit de s'énerver. Et on ne tolérera pas aucun énervement. Dans le fond, on crée la situation où les gens finissent par péter les plombs, puis quand ils pètent les plombs, voici l'argument. Ouais. On ne laisse jamais une bonne crise passer pour rien. Ça a été fait en France avec les Gilets jaunes, et on essaie. Les Québécois sont calmes, ils sont gentils. Alors, il faut les pousser fort avant qu'ils réagissent. En France, ils ont réagi, mais ils en ont pris beaucoup. Il y a eu des yeux crevés, il y a eu des bras perdus. Donc, on pousse toujours les gens plus loin pour avoir un argument pour dire oui, mais on est obligé. C'est pas qu'on voulait, mais on est obligé de rajouter un règlement pour contrôler les gens. Ouais. Pourquoi, selon toi, les gouvernements semblent s'aligner systématiquement sur des solutions qui sont de plus en plus centralisées puis autoritaires pour gérer des problèmes locaux? Parce que c'est la vision du mondialisme. Toutes les villes faites sur le même modèle, avec quelques personnes au sommet qui gèrent ça. Il n'y a plus d'élections, c'est fini. L'histoire est terminée, selon eux. Ouais. On contrôle la population. Puis comme la population est devenue inutile grâce à l'IA et grâce à tous les outils technologiques qu'on a aujourd'hui, cette élite autoprogrammée dit on va mettre ces gens-là dans des villes de 15 minutes. Et je vais reprendre l'expression de Harari, qui est un des conseillers du Forum économique mondial, qui dit pour plusieurs milliards d'individus, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de la drogue et des jeux vidéo. Ouais. Donc on veut les enfermer dans des villes de 15 minutes et puis ils pourront vivre de drogue et de jeux vidéo. Ouais. Tu parles de contrôle beaucoup, puis tu as mentionné l'expression anglaise là, qui dit de ne pas laisser aller une crise sans la maximiser. Oui, sans l'utiliser, oui. Est-ce que tu penses que la grève des postes, c'est le cas? C'est une bonne question. Pour amener les gens à faire le virage de plus en plus technologique? Mais il y a plein de choses qui sont en train de se jouer. On a commencé par exemple, parce que c'est toujours pour des bonnes raisons. On va toujours amener quelque chose dans une très bonne raison. Pour protéger les enfants des réseaux sociaux, en Australie et en Suède, maintenant, ils veulent limiter ça à 16 ans. On peut tous se dire, a priori, c'est pas une mauvaise idée, mais comment on contrôle le 16 ans? Oh, avec l'identité numérique. Ouais, c'est ça. Et hop, on vient de justifier l'identité numérique pour protéger des pédophiles, pour protéger de ci, pour protéger de ça. Et à chaque fois, on retire un droit. Ouais. Et une fois qu'on a notre identité numérique et que tout ce qu'on écrit sur Internet est écrit, après, c'est facile de mettre en place un système social en disant « Ah, mais oui, vous avez dit du mal du système, alors vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ouais. » Tu vois-tu un lien entre les stratégies locales puis un plan mondialiste ou un plan mondial visant à éradiquer, par exemple, toute opposition citoyenne? Je reprends une expression de Charles Gave, les hommes des bateaux et les hommes des arbres. Alors, Charles Gave est un économiste français. Si vous ne le connaissez pas, écoutez-le, il est très intéressant. Et il prend un exemple qui vient du Pacifique. Il y avait ce qu'il appelle les hommes des arbres, c'est ceux qui restaient sous leur arbre, qui utilisaient l'ombre, qui prenaient des noix de coco et qui étaient heureux de vivre sous leur arbre. Ou comme la chanson de Brassens, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Donc ça, c'est l'homme des arbres. Et les hommes des bateaux, c'est ceux qui coupaient l'arbre pour faire un bateau pour aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, les hommes des bateaux, c'est qui? C'est les mondialistes, qui n'ont plus de pays, qui veulent simplement contrôler le monde. Et c'est intéressant ce qu'il dit. De plus en plus, par toutes ces lois qui sont passées discrètement, les unes après les autres, les hommes des bateaux sont légaux mais illégitimes. On a des gens qui sont élus avec quelques pourcents des voix. Par exemple, Macron, c'est 20% des voix. Il a tout ce pouvoir avec 20% de gens qui ont voté pour lui. Incroyable. Est-ce que c'est parce que la population prend pas leur rôle à cœur ou vote plus, ou il y a plein de stratégies, etc. Il y a plein de manières de faire les choses. Mais quand on regardait, et loin de dire que j'étais d'accord avec tout ce qui s'est passé au Parti conservateur, mais le nombre de gens qui avaient voté pour le Parti conservateur, ils n'avaient absolument rien. Donc, ce n'est pas le nombre vraiment, ça dépend le nombre où est-ce qu'il est, comment il est étalé, etc. Et par plein de méthodes, les maires qui ont en théorie du pouvoir mais qui ne l'utilisent plus ou qui y renoncent ou qui l'ont plus tout simplement. Donc, ces gens-là, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne peuvent plus, même s'ils veulent. Ouais.
Donc, ils sont légitimes parce qu'élus, mais pas légal de faire ce qu'ils veulent faire. Ouais. Et de l'autre côté, les gens qui sont au niveau du mondialisme sont légales, c'est eux qui ont écrit les lois pour eux, donc c'est parfaitement fait, mais illégitimes. Et ça crée une tension. Je ne veux pas être désagréable, mais la plupart des révolutions ont commencé comme ça, quand quelque chose devient complètement débalancé. Ouais. Et comment ça se passe? Les hommes des arbres, moi j'appelle ça le localisme. Et le localisme est en train de commencer partout. Donc en France, par exemple, il y a le mouvement de Thierry Casasnovas qui s'appelle Vivant. Aux États-Unis, il y a Joël Salatin, un paysan qui est très connu aux États-Unis. Et d'ailleurs, on verra si ça va se faire comme le reste, mais Donald Trump a dit qu'il allait l'utiliser pour parler d'agriculture. Si c'est le cas, ça va être extraordinaire. En Ontario, il y a Kikli. En Saskatchewan, il y a Stronger Together. Ce sont tous des mouvements localistes. C'est des gens qui veulent garder leur culture, qui veulent garder leur territoire. Donc, il était précurseur de quelque chose en démarrant localisme.ca ici au Québec. Je pense que oui. Je pense que oui. Et là, on est en train de travailler. S'il y a des gens qui veulent se présenter dans cet état d'esprit-là, de localisme, où, dans le fond, on veut que les décisions soient prises au plus petit niveau possible des gens directement concernés, et pas ceux qui sont juste intéressés, mais j'ai bien dit concernés, on est en train de travailler pour aider les maires à se préparer pour la prochaine élection. Ouais. Philippe, il n'y a pas... Puis c'est ma dernière question, parce que le 3 minutes, il va être fini, puis il peut avoir des amendes de 1 000 $. Philippe, il n'y a pas un danger d'en venir à avoir une manipulation, à voir, ou une manipulation partout, puis d'interpréter tout à partir d'une soi-disant manipulation au nom d'un agenda mondialiste, alors que peut-être certaines situations n'ont rien à voir avec un agenda mondialiste? Probablement. Probablement. Comme on dit, on prête qu'aux riches. Mais je pense surtout qu'il y a une évidence, de mon point de vue, d'un agenda mondialiste. Je veux dire, ils ont écrit des livres, ils ont fait des conférences, ils ont un site web, c'est écrit dessus. On ne peut pas dire mieux, ce n'est pas du complotisme. Ils le disent eux-mêmes haut et fort. Il y a une volonté. Maintenant, il y a beaucoup d'idiots utiles du système, des gens qui font les choses dans une bonne volonté. Et la première chose que je voudrais dire, la plupart des maires, pas tous malheureusement, mais la plupart des maires et la plupart des conseillers municipaux sont là pour les bonnes raisons. Ouais. Ils veulent aider, mais on leur dit que c'est ça les règlements. Comme beaucoup qui se lancent en politique, c'est parce qu'ils aspirent puis ils souhaitent changer des choses dans le Comme système. j'ai voulu le faire. Oui. Puis quand j'ai réalisé que ça ne marchait pas, j'ai dit je vais arrêter de perdre ma jeunesse là-dedans. Ouais. Du moins ce qu'il en reste. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ce sujet fort intéressant. Un grand plaisir. Ouais. Vous savez, la réalité est la suivante. Et que tu y crois ou que tu y crois pas, ça ne changera rien à son accomplissement. Nous sommes en route vers un gouvernement mondial. Nous sommes en route vers une monnaie numérique et un identifiant bionumérique qui aura certainement pour conséquence la mise en œuvre d'un crédit social et d'un contrôle accru de la population. Nous sommes à implanter un totalitarisme à travers des lois liberticides qui briment et brimeront nos libertés fondamentales. Tout ce qui se passe actuellement à travers les politiques municipales, à travers les politiques provinciales ou nationales, voire même internationales, est la convergence de ce gouvernement mondial ou de la venue potentielle de ce gouvernement mondial.